Et je commencerai par une anecdote, puisque mes prédécesseurs hier ont aussi commencé par des anecdotes. Philippe Saltel, ou disons des récits culturels. Philippe Saltel a eu une référence biblique pour commencer. Michel Terechenko nous a rappelé la figure ecclésiastique de Monseigneur Bienvenu dans Les Misérables. Alors, comme on était du côté de l'autel, on va passer du côté du sabre à présent. Je vais présenter une anecdote militaire pour nous faire réfléchir sur les mystères de l'obéissance et de la désobéissance, puisque c'est le thème de la table ronde qui va nous animer. C'est pas simplement un récit littéraire, c'est un personnage historique dont je voudrais vous rappeler l'existence ou vous la présenter, qui pour moi est un grand mystère en termes d'obéissance et de désobéissance. C'est un général français qui s'appelle Jacques Paris de Bollardière, qui est né en 1907, décédé en 1986, et qui est pour moi un mystère complet. C'est un homme de tradition, issu de la petite noblesse bretonne, fils d'un officier d'infanterie coloniale, éduqué dans la tradition catholique, ancien élève du Prytanée militaire, ancien élève de Saint-Cyr. Alors j'ai pris en note ses décorations: Grand Croix de la Légion d'honneur, Compagnon de la Libération, Croix de guerre 1939, médaillé de la Résistance, décoré du Distinguished Service Order à 2 reprises, etc., etc., etc. C'est aussi sans doute le soldat le plus désobéissant que l'armée française ait connu au XXe siècle. Dans les années 20, alors qu'il est élève à Saint-Cyr, il est rétrogradé pour indiscipline et sort simple sergent au lieu de sortir lieutenant. En 1940, il est condamné à mort par le régime de Vichy par contumace, puisqu'il se trouve déjà à Londres avant même que le général de Gaulle y soit arrivé, c'est-à-dire dès le début du mois de juin. Et pendant la guerre d'Algérie, il est mis aux arrêts dans une forteresse de la banlieue parisienne pendant 60 jours, alors qu'il vient d'être nommé général et qu'il est le plus jeune général de l'armée française à l'époque. Il est mis aux arrêts pour insubordination et parce qu'il a signé dans l'Express une tribune dans laquelle il dénonce l'usage de la torture. Il ne quitte pas l'armée pour autant. Il ne démissionne pas tout de suite. On essaye de le mettre sur la touche en lui proposant un poste honorifique dans une garnison allemande, enfin une garnison française en Allemagne. Le général de Bollardière refuse et il dit qu'il veut retourner en Algérie pour mener une autre politique que celle que mène Massu. Donc pour moi, là, on a un mystère complet. C'est un homme de tradition, tout en lui, dans son éducation, dans sa famille, dans son métier, dans ses convictions éthiques, éventuellement religieuses. Tout ça fait de lui un homme d'ordre, disons. Et il passe sa vie à désobéir. Ça, c'est tout à fait étonnant. Alors, pour éclairer ce mystère de l'obéissance et de la désobéissance, qu'on voit ici incarné dans une figure tout à fait hors norme, nous avons avec nous ce soir 2 intervenants qui vont prendre la parole successivement pour essayer de nous montrer quels peuvent être les mécanismes sociaux, politiques, culturels, psychologiques qui conduisent à obéir ou à désobéir. Alors à ma droite, Luca Paltrinieri, qui parlera le premier, est maître de conférence en philosophie politique à l'université de Rennes. Et je crois qu'on peut dire, Luca, que tu es foucaldien, ou que tu as un amour pour Foucault, ou un intérêt pour la pensée de Michel Foucault, qui est à l'œuvre dans tes différents travaux. Et à ma gauche, Laurent Bègue, que vous connaissez puisqu'il est déjà venu aux rencontres philosophiques d'Uriage, qui est professeur psychologie sociale à l'université de Grenoble, et qui, lui, va s'intéresser aux mécanismes psychologiques de l'obéissance et de la désobéissance. Donc, un apport philosophique et un apport psychologique. L'un et l'autre vont prendre la parole successivement et on gardera un temps à la fin pour quelques questions. Et Lucas, la parole est à toi. Merci Pierre, merci à tout le monde d'être là. Je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Le mystère de l'obéissance, c'est une formule qui effectivement nous renvoie tout de suite à la question qui était posée hier par exemple par Thomas, qui était la question d'Étienne de la Boétie. Comment se fait-il qu'il y a autant de gens qui obéissent alors que c'est aussi clair que le monde va de travers, qu'il y a autant de souffrances, qu'il y a autant de tyrannie? Question qui reprend aussi Wilhelm Reich quelques siècles plus tard. Comment se fait-il que les gens obéissent? Alors il y a une première réponse, qui est une réponse qui a donné la modernité, et qui dit les gens en fait obéissent par conformisme, parce que c'est plus simple d'obéir, parce qu'on a des habitudes, parce que c'est facile de s'enrouler, c'est confortable de s'enrouler dans ces petites habitudes. Alors que la désobéissance, elle, est toute une autre histoire. La désobéissance, elle implique la capacité de prendre sur soi la responsabilité de découvrir son véritable moi. C'est notamment la position qui est exprimée dernièrement dans un livre qui a été publié il y a quelques mois, Désobéir, de Frédéric Gros. Frédéric Gros dit, au fond, qu'est-ce que ça veut dire désobéir? Ça se découvrir irremplaçable, au sens que
c'est seulement moi que je peux désobéir dans une certaine situation. Et en plus, cette désobéissance acquiert carrément une allure un peu héroïque parce que cette désobéissance singulière du moi ne me reinsère pas dans mon propre petit moi, dans mon égoïsme, dans mon précaré, hein, mais c'est aussi une position universelle qui dit quelque chose de l'humanité, en fait, qui explique, en fait, qu'est-ce que c'est l'humanité universelle de ce monde. Donc, d'un coup, on a un tableau dans lequel on a l'obéissance. L'obéissance, c'est l'égoïsme, c'est le conformisme, c'est l'habitude. Et puis, on a la désobéissance, et la désobéissance, c'est plutôt cet anticonformisme un peu héroïque, et c'est sa découverte du moi, hein, au plus profond de moi-même. Alors, c'est un tableau qui est rassurant, mais qui, pour moi, pose quelques problèmes. Le premier problème, c'est que si on définit l'obéissance comme conformisme et la désobéissance comme anticonformisme, on n'a plus de repères clairs pour comprendre à quoi on obéit et à quoi on désobéit. Historiquement, l'obéissance était une obéissance par rapport à la loi ou une personne, alors que si je définis l'obéissance comme un conformisme, j'obéis à des habitudes. Est-ce qu'on peut véritablement obéir à des habitudes? Bon, première question, donc, à quoi véritablement on obéit? Deuxième question, est-ce que c'est si facile d'obéir? J'ai posé la même question à ma fille, Louise, qui a 6 ans. Je lui ai demandé, Louise, il faut que tu arrêtes de manger des bonbons. Elle m'a dit, oui, j'arrête, mais c'est quand même difficile, j'aimerais quand même avoir un autre bonbon. On voyait que finalement, l'obéissance, c'est un poids, c'est un effort, ce n'est pas quelque chose de simple, et tout le monde, tous ceux qui ont des enfants, ils le savent. Par ailleurs, si l'obéissance, si le conformisme était si facile, on n'expliquerait pas l'existence de la police, par exemple. Donc, du coup, la question, c'est que obéir, ça renvoie au latin obedientia. Obedientia, c'est audere, c'est écouter. Et écouter, ce n'est pas un exercice si facile que ça. En fait, pour être obéissant, il faut déjà savoir écouter l'autre. Il faut déjà savoir se mettre à la place de l'autre. Il faut déjà comprendre l'ordre que l'autre me donne. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire. Lorsque vous obéissez, par exemple, à un manager, un N+1, qui vous donne des ordres, mais que vous ne comprenez pas, vous n'obéissez pas véritablement, vous êtes dans la soumission. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, obéir comme écouter? Qu'est-ce que ça veut dire, obéir comme écouter l'autre? Et quel est le rapport à l'autre qu'il y a dans l'obéissance? Alors, c'est ce que je vous propose, c'est une sorte de promenade philosophique, hein, à travers quelques images, sans aucune prétention d'exhaustivité, sans aucune prétention d'expliquer qu'est-ce que sont les pratiques réelles d'obéissance, mais c'est juste pour expliquer un peu comment, dans l'histoire, on a pensé cette question de l'obéissance. Alors, la première image, c'est l'Alcibiade. C'est l'Alcibiade qui est le grand dialogue platonicien sur l'autorité du chef. Dans l'Antiquité grecque, pour être un bon chef, il faut déjà savoir se soucier de soi-même. Être maître de ses propres passions, c'était la marque qui montrait que vous êtes capable d'être maître finalement aussi dans la situation politique. On ne peut pas être un bon chef si on n'est pas capable de se maîtriser soi-même. Ça, c'est le principe principal qui règle en fait les rapports politiques de l'Antiquité. Pourtant, pour être maître de soi, il faut se soucier de soi, il faut se demander d'où l'on vient, il faut interroger ses propres pratiques quotidiennes. Et cet exercice du souci de soi, hein, des techniques continuelles de soi-même, ce n'est pas un exercice qu'on peut faire tout seul. On a besoin d'un maître d'existence, et dans ce cas, le maître d'existence du jeune Alcibiade, c'est justement Socrate. Vous voyez, il va les trouver, il est parmi des jeunes filles. Et le principe de la direction ancienne, c'est précisément que quelqu'un vous conduit, hein, pendant certaines périodes de votre vie, vers quoi? Vers l'autonomie. L'autonomie, c'est autonomos, c'est la capacité de se donner sa propre loi. Donc, le principe de la direction ancienne présuppose que quelqu'un peut vous conduire, et vous devez être obéissant par rapport à cette personne, mais jusqu'au moment où vous serez autonome.
question typique, l'éducation. L'éducation, c'est donc un rapport pédagogique dans lequel on fait entrer les enfants dans l'autonomie. Donc les enfants sont conduits, mais jusqu'à un certain point. Donc principe de la direction, mais de la direction limitée dans le temps. Or, Michel Foucault, justement, dit que c'est le christianisme, c'est notamment le monachisme, qui a fait entrer dans ce rapport pédagogique de la direction ce qu'il appelle la lame fatale de l'obéissance. Qu'est-ce que c'est cette lame fatale? Pour l'illustrer, j'ai pris un fresque, une peinture de Giotto dans l'église d'Assise, enfin c'est plutôt l'école de Giotto. Au centre, vous voyez l'obéissance qui tient un doigt devant la bouche pour indiquer le silence à la personne qui se soumet devant elle. À sa droite, la prudence, qui est la capacité de regarder derrière soi. Donc c'est la vertu de l'homme politique, c'est la sagesse. Et puis à sa gauche, l'humilité venant de humus, venant de terre, c'est être la capacité de tenir les pieds sur terre. C'est la capacité de savoir où vous êtes dans votre société, de reconnaître votre place dans la société. Eh bien, déjà, vous voyez que l'obéissance, là, ce n'est plus quelque chose de limité dans les temps, mais c'est une vertu. C'est une vertu que les bonnes moines, et puis plus tard les bons chrétiens, devra cultiver pendant toute sa vie. Il faut être en état d'obéissance. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête dans les temps, mais pour la simple raison que ceux qui ne sont pas conduits, dit Cassien, tombent comme des feuilles. Et donc il faut obéir à votre directeur, à votre maître, et notamment à votre confesseur. Deuxième point de cette obéissance monacale, ça c'est ce qu'on pourrait appeler les principes de la direction démocratique. C'est-à-dire que dans les monastères, en fait, même la fonction supérieure, même l'abbé, doit quand même se confesser, doit avoir un directeur de conscience. Et donc c'est une situation dans laquelle tout le monde conduit tout le monde. Il n'y a pas une différence de degré, une différence de compétences entre les maîtres d'existence et les disciples, mais au contraire, c'est un exercice, celui de la direction, que tout le monde peut exercer et en même temps tout le monde obéit. Donc, on retrouve par exemple cette idée d'obéissance démocratique dans les mythologies contemporaines de leadership démocratique, les entreprises dans lesquelles tout le monde peut à un certain moment diriger les autres. Et puis troisième idée qui va changer le concept d'obéissance et qui est peut-être l'héritage le plus conséquent de l'obéissance chrétienne, même sur nous, c'est le principe de la contemporanéité des deux volontés. C'est-à-dire que dans l'obéissance ancienne, pour être conduit, je renonçais quelque part à exercer ma volonté pendant que l'autre me conduisait. Alors que là, il faut que ma volonté de diriger reste tout entière et que coïncide en fait avec la volonté du directeur. Et c'est là pour la simple raison que si vous arrêtez, si vous arrêtez votre volonté, en fait, et si vous renoncez à votre volonté, eh bien vous renoncez au salut. Et le but du directeur de conscience, c'est bien évidemment de vous conduire, non pas vers l'état d'autonomie ancienne, mais vers le salut, c'est-à-dire vers le salut dans l'au-delà. La troisième image que je voudrais vous montrer, alors là je fais un saut de 10 siècles, mais vous voyez que mon but, ce n'est pas historique, mais c'est de vous montrer quelques modèles d'obéissance. Ces situations changent justement au moment où, au XVIe siècle, le jeune de la Boétie, dont on a parlé hier, pose la question, mais pourquoi obéissons-nous? Et finalement, il y a quelque chose qui change dans la définition du pouvoir, c'est le pouvoir qui tient sur l'obéissance. Ce n'est plus le pouvoir qui provoque l'obéissance, c'est le pouvoir qui tient sur les consentements des gens. Et celui qui va donner une réponse à la question du jeune de la Boétie, c'est le fondateur de la politique moderne, c'est Hobbes. C'est Hobbes qui nous dessine dans cette image de cet énorme bonhomme mécanique qui est le Léviathan, la figure de l'État moderne. Qu'est-ce que c'est l'État moderne? Regardez, cet énorme bonhomme, il contient à son intérieur tous les individus qui sont entrés dans l'État en renonçant à leur volonté. Alors, pourquoi renoncer à sa propre volonté? Pourquoi se mettre dans un état de subordination, d'obéissance? Hobbes l'explique très simplement, c'est pour obtenir la paix. En dehors de l'État, en dehors du rapport d'autorité de l'État, il n'y a pas de paix. Il n'y a que les cauchemars de l'état de nature dans lesquels tout le monde a droit à tous les biens et dans lesquels on assiste à un déchaînement de passions absolument meurtrier. Il
faut renoncer à sa propre volonté pour entrer dans l'État. Et ça, c'est une question qui finalement fait sortir l'obéissance de la théorie politique en tant que telle. Non pas que l'on ne s'interroge pas sur l'obéissance. Par exemple, Locke posera la question, oui, d'accord, on obéit à l'État, mais jusqu'à quel point? À un certain moment, on a aussi le droit de désobéir lorsque cet État trahit, c'est ce qu'il nous a promis, trahit sa promesse. Mais la question de l'obéissance sort fondamentalement de la théorie politique en tant que question fondamentale. C'est quelque chose qu'on donne déjà par acquis. Du moment où ça existe à l'État, on est déjà dans un état d'obéissance. Pour accepter l'État, on est dans l'obéissance. On est à l'intérieur de l'État. Alors cette question de qu'est-ce que c'est une bonne obéissance, qu'est-ce que c'est l'obéissance à l'autorité notamment, réémerge en revanche au début du XXe siècle et réémerge à travers deux questions qui portent tous les deux en fait sur l'autorité. La première question concerne en fait l'invention du contrat de travail, donc d'un contrat de travail qui nous fait entrer dans une relation de subordination juridique. Le contrat de travail est né au début du XXe siècle. Du moment où vous signez un contrat de travail, vous entrez dans une entreprise, c'est une question que soulevait Emmanuel ce matin, vous n'êtes plus dans un État démocratique. Vous entrez dans un État dans lequel vous acceptez de suivre des ordres. Et donc, les problèmes, ça devient comment on va exploiter cette relation d'obéissance à travers la formulation d'un modèle de l'autorité qui est une autorité managériale. La deuxième question qui commence à être posée à ce début du siècle, et ça c'est le travail d'Yves Cohen qui l'a montré dans son travail remarquable sur le siècle des chefs, dans son livre sur le siècle des chefs, c'est comment on pense l'autorité du chef politique. Les chefs politiques qui commande des masses, qui est capable de déplacer des masses d'individus sans la contrainte, mais plutôt en amenant les individus à faire des choses qu'eux, ils n'auraient pas fait spontanément, mais qui font quand même en les suivant volontairement. C'est la question qui émerge petit à petit sous le mot de leadership. Qu'est-ce que ça veut dire conduire les hommes? Qu'est-ce que ça veut dire être un leader? Alors deux penseurs donnent une réponse, un sociologue puis un philosophe politiste. Weber dit, lui, l'autorité, donc l'autorité du chef, que ce soit les chefs politiques, mais déjà, Weber, il travaille beaucoup sur l'industrie, il travaille sur le monde du travail. Il dit l'autorité est la chance pour un ordre de trouver une docilité. Et lui répond Alexandre Kojève quelques années plus tard, l'autorité, c'est la possibilité pour un agent d'agir sur les autres sans qu'il y ait réciprocité. Alors, si vous voyez ces deux définitions de l'obéissance, quelque part, elles donnent une définition comme quelque chose de passif, en fait. Être dans un état d'obéissance, ça signifie quelque part être dans un état de renonciation à sa propre volonté, mais dans un état de subordination. L'autorité elle-même se fonde, en fait, sur cette subordination volontaire. Alors, les choses vont changer dans les années 80. Et là, je vais plus dans les domaines du management, parce que c'est, pour moi, dans les domaines du management qui ont lieu, en fait, les transformations principales quant à la relation d'obéissance et d'autorité. Alors, pourquoi je vous présente une image de Gandhi, dont on a parlé déjà à plusieurs reprises ces jours-ci? Gandhi, naturellement, les grands leaders politiques, le penseur de la non-violence, c'est parce que Gandhi, il devient lui-même, en fait, une icône de la pensée managériale dans les années 80. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, les managements des années 80 parviennent à réévaluer cette figure de la désobéissance en tant que capacité de se distinguer des autres, de sortir de la masse, pour obtenir une autre vision du monde. Une vision du monde qui est la marque de quoi? Eh bien, de votre capacité de diriger, justement, de votre capacité de leadership. Avec la discontinuité qu'il a créée à travers son acte de désobéissance, Gandhi a fondé en fait son autorité et a fondé surtout une vision positive de la désobéissance. Pour être chef, il faut quelque part être capable aussi de déplacer les lignes, comme on dit, il faut être capable de désobéissance. C'est l'individu lui-même qui a désobéi en situation inique et injuste, qui montre la capacité de conduire le peuple vers
vers un nouveau destin. Alors, cette position du leader qui a la vision et manifestement, évidemment, une position universelle, et puis cet anticonformisme, c'est la capacité de se démarquer justement de l'existant. Et c'est ça qui intéresse les managements qui, à partir des années 90, commencent à insister sur ce qu'on appelle des conseils d'indiscipline. Comment faire en sorte que les individus, dans le cadre de l'entreprise, soient dans une position aussi d'indiscipline et de désobéissance. Le gourou du management, Rimisberg, par exemple, conseille et cadre des RH de valoriser la dissidence, l'anticonformisme, carrément la contestation chez les salariés. Alors, naturellement, on peut se demander, est-ce que tout ceci est authentique? Est-ce que ce n'est pas justement une instrumentalisation de la désobéissance qui, finalement, n'a rien à voir avec le vécu éthique du sujet lui-même, avec la responsabilité qui vient de l'individu lui-même et qui, finalement, ne représente qu'une forme de récupération assez banale et qui aplatit, en fait, la signification même de la désobéissance. En fait, les choses sont plus compliquées pour la raison qui est citée ce matin Johan Siméon, c'est-à-dire la question de la digestion de la critique du capitalisme, et qui était illustrée notamment par les travaux de Luc Boltanski avec Appello, lesquels ils montrent que finalement le capitalisme intègre, en fonctionnant, il intègre de plus en plus une critique et une critique authentique, plutôt que la repousser. Pourquoi? Parce que, en fait, la critique elle-même devient une source de valeur et de transformation dans les organisations contemporaines. C'est l'économiste Joseph Schumpeter qui explique ceci. C'est ce qui va créer, en fait, un avantage concurrentiel pour les entreprises modernes, c'est l'innovation. C'est quelque chose que vous connaissez très bien à Grenoble, par exemple. Comment obtenir l'innovation? Eh bien, par un mécanisme de destruction créatrice. Qu'est-ce que ça veut dire la destruction créatrice? Pour créer quelque chose d'innovant, pour quelque chose de nouveau, il faut toujours passer par une étape destructrice. Destructrice de l'existant, et notamment des évidences qu'on donne par acquises. Du coup, la critique devient centrale dans cette fonction de destruction des évidences auxquelles nous sommes soumis dans l'exercice de notre travail. Cela devient un problème managérial majeur de comment diriger les autres sans tuer la critique. Et de l'autre côté, du côté pour ainsi dire du travail, du salariat, ce que vous voyez évaporer, ce sont justement les formes traditionnelles d'emploi qui étaient fondées sur les contrats de subordination juridique. Les salaires de long terme, les contrats en CDI s'évaporent, la subordination juridique, entendue comme rémunération en échange de l'obéissance, s'évapore elle-même, et du coup, si en tant que manager, en tant que propriétaire, je ne peux pas assurer la sécurité d'un contrat de travail, qu'est-ce que je vous promets? Eh bien, de la reconnaissance, mais aussi l'opportunité de réaliser vous-même par le travail. Et du coup, il y a un dispositif managérial qui explique très bien tout cela et qui s'appelle les contrats psychologiques. Les contrats psychologiques remplacent de plus en plus les contrats salariales impliquant la subordination juridique, dans la mesure où ils se préfigurent comme un échange entre une subordination et des opportunités. Vous êtes dans un état de subordination, mais un état qui n'est pas sûr, qui va peut-être changer d'ici quelques mois, mais en même temps, profitez de cet état pour réaliser vous-même. Alors, les organisations contemporaines ne demandent pas, justement, l'obéissance aveugle, la soumission taylorienne, le renoncement à soi, c'est le contraire. Elles vous demandent justement de plus en plus d'être prêts à suivre vous-même votre véritable moi. On vous demande d'être de plus en plus vous-même, de faire cela et de faire de cela une source d'avantage compétitif. Le néo-management vous demande d'être de véritables sujets, irremplaçables, indélégables, réalisant leur propre autonomie et leur propre liberté, mais seulement à l'intérieur d'une bulle de comportements possibles et admis. Et cela
Vous voyez, le mot lui-même d'obéissance disparaît des pratiques de théorie managériale qui expliquent de plus en plus aux nouveaux leaders comment obtenir des followers qui, eux, ils s'impliquent dans leur travail tout en étant créatifs. Autrement dit, le néo-management n'opère plus en termes classiques d'obéissance ou de désobéissance, mais en termes de degré d'épanouissement, de réalisation de soi. Ce que l'on veut, ce n'est pas un sujet obéissant au travail, mais un sujet, comme on dit aujourd'hui, empowered, un puissancé, qui a du pouvoir et qui est activement impliqué dans ses choix et dans ses subjectivations. Et c'est là que justement on voit basculer de plus en plus la définition de l'obéissance vers le conformisme. Le conformisme, c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous ne permet pas d'être innovatif. Les conformismes, ce sont des habitudes dont il faut être capable de se débarrasser pour être véritablement soi-même et donc être créatif et donc être des sujets productifs. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous subissons autant d'incitations à obéir et à désobéir. Le sujet contemporain n'est plus seulement le devoir d'obéir à des ordres dans le cadre du travail, mais aussi le droit de désobéir, de s'inventer, de retrouver par-delà toutes les déterminations négatives qui les réduisent à la passivité inauthentique, cette partie de soi-même qui est son propre véritable moi. Et il se trouve donc que c'est justement en désobéissant, en tant que sujet, que nous pourrions obéir plus profondément à cette injonction contemporaine de retrouver son véritable moi au plus profond de soi-même. Alors l'image avec laquelle je voudrais finir, c'est celle du baron de Munchausen. Peut-être que vous connaissez sans doute les aventures fantastiques ou fantasques du baron. Le baron qui à certain moment tombe avec son cheval dans des sables mouvants ou dans un fleuve et qui arrive à se sauver de ce fleuve en s'étirant par ses propres cheveux. Donc, image absolument paradoxale, mais qui, à mon avis, en fait, reflète complètement celle du sujet contemporain qui est en même temps pris dans les sables mouvants de la relation d'obéissance, mais il est aussi obligé, dans les incitations contemporaines néo-managériales notamment, de se soustraire de ses obéissances et de ses habitudes et de ses relations de pouvoir à partir de soi-même et seulement de soi-même. Dans cette image du sujet solitaire, héroïque, se soustrayant à la domination par la désobéissance, il y a donc un peu la même illusion, celle de pouvoir se soustraire de détermination qui nous implique dans des relations, des rapports de force, par un pur acte de volonté qui doit bien sûr sauver soi-même, mais qui arrive même à sauver dans les versions plus contemporaines de la désobéissance universelle, il arrive même à sauver les autres. Le baron de Munchausen, il sauve soi-même avec son cheval. Alors les problèmes, malheureusement, vous le comprendrez, c'est que le baron de Munchausen, c'est une fiction. Cette image n'est pas du tout réaliste. Et le sujet désobéissant à partir de soi-même, ce n'est pas non plus réaliste. La petite histoire par image que je voulais vous montrer, c'était justement destiné à vous montrer comment l'obéissance a toujours été une relation dialogique qui définissait les rapports d'obéissance comme rapport aux autres. L'obéissance, c'est écouter, et écouter, ça implique quand même l'existence de l'autre. Cette existence de l'autre dans les rapports d'obéissance a été bien sûr petit à petit effacée, d'abord sous la figure de Dieu, puis de l'État, puis d'une autorité qui s'imposerait dans nous en imposant une obéissance passive. Mais finalement, s'il n'y a pas d'obéissance sans l'autre, il n'y a pas non plus de désobéissance sans l'autre. Et moi, tout ce que j'ai écouté ici ces 2 jours, en fait, que ce soit ce que disait hier Thomas Bocco-Gibaud sur la servitude volontaire, les relations d'amitié, c'est ce qui a été dit ce matin dans la table ronde sur la résistance par Jonas Simeno pour Manuel Severa-Mazal. Je trouve que dans toute cette définition de la désobéissance, il y a un aspect des pratiques. Il faut apprendre quelque part à désobéir et on ne peut pas apprendre tout seul, on n'apprend qu'avec les autres. La désobéissance, ce sont des rencontres. Même les cas de la littérature, de la dissidence, finalement, ce n'est pas un acte que j'entretienne moi en tant que sujet tout seul
par une sorte d'héroïsme de la volonté, mais ce sont des rencontres que j'ai faites avec les autres qui me permettent quelque part d'entrer dans une relation de résistance à l'obéissance. Et effectivement, c'est ce que nous disait aussi Hannah Arendt, quelque part, l'individu désobéissant, en soi, il peut manifester son indignation, il peut manifester l'injustice de l'ordre des choses, mais cette pratique de manifestation n'est pas constructrice de quelque chose comme une nouvelle alternative politique. Merci. Merci beaucoup, Lucas, pour ce bel exposé clair et très stimulant. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions. Alors, on ne va pas oublier nos questions, mais vous connaissez l'usage. On va d'abord laisser parler notre deuxième intervenant. Et ensuite, on fera un pot commun de questions dans les 20 dernières minutes. Donc, Laurent, c'est à toi. Merci aux organisateurs des RPE de m'avoir invité. Merci à vous tous. Je vais vous présenter une perspective qui relève de la psychologie sociale et dont le but est de clarifier les ressorts psychologiques de la soumission à l'autorité tels qu'ils ont été développés par un certain Stanley Milgram à Yale dans les années 60, en tentant de détailler les contenus de ces recherches et de vous présenter quel est l'état de la critique finalement portant sur les travaux de Milgram et des personnes qui l'ont suivi. Alors, l'ambition de Milgram, c'est de comprendre la soumission à l'autorité dans une perspective qui n'est pas d'abord historique, mais bien psychologique, des processus généraux. Et très volontairement, il va essayer de réduire le processus de soumission à une situation expérimentale de laboratoire. Et c'est pour cela également que son travail a eu beaucoup d'impact. C'est parce qu'il a proposé une lecture originale, anhistorique, de l'autorité, mais c'est également pour cela que ces travaux, bien sûr, et on va y revenir, sont critiqués et très discutés. Alors, un des points intéressants à mentionner chez Milgram, c'est une prise de position très claire pour ce qu'on appelle aussi le situationnisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on va essayer d'expliquer des processus, des comportements par l'influence de l'environnement, par des caractéristiques endogènes, interne, inhérente finalement à l'agent. Par exemple, jusqu'avant les travaux de Milgram, on avait tendance plus facilement à rechercher chez quelqu'un qui manifeste des comportements de soumission destructrice à l'autorité, des propensions au sadisme, des formes de psychopathie, ou bien éventuellement, on essayait de voir des personnes rongées par la haine et l'idéologie. Donc, jusqu'à Milgram, expliquer par exemple le nazisme, c'était renvoyer finalement à des contenus idéologiques ou bien à des formes de psychopathologie. Et la contribution de Milgram, ça va être justement d'essayer de me montrer que chacun d'entre nous pourrait, dans certaines circonstances, en écho évidemment à la thèse de Arendt, qui sera critiquée par la suite, eh bien, devenir un tortionnaire. C'est une idée très forte, très provocatrice, très effrayante, effectivement, qui va être développée par Milgram et qui va être à l'origine du succès de ses travaux. Alors, cette idée-là, elle a eu un succès invraisemblable, c'est-à-dire la culture populaire aime beaucoup cette idée, très originale, très stimulante, selon laquelle, finalement, n'importe qui d'entre nous peut devenir un tortionnaire. Là, je reprends par exemple des mots de Leonard Cohen, décédé il y a bientôt 1 an, et qui, justement, a repris, comme beaucoup d'autres, cette idée que le tortionnaire peut être perçu comme un être extraordinaire, mais en réalité, si l'on réfléchit dans une perspective arendtienne ou milgramienne, le tortionnaire, ça pourrait très bien être nous, dans certaines circonstances. Le tortionnaire, donc, qu'a été Eichmann, jugé à Jérusalem, et dont le compte-rendu a été développé par Hannah Arendt, développant par là même le concept de banalité du mal, idée effectivement selon laquelle le mal pourrait être développé, mis en œuvre par des personnes qui ne sont pas spécialement déséquilibrées ou haineuses, idée qui va véritablement marquer la recherche sur la soumission à l'autorité. Idée qui, finalement, aujourd'hui est très contestée dans le sens où des études historiques plus récentes, plusieurs livres publiés depuis 5 ans, par exemple, contestent entièrement les travaux de Arendt sur ce sujet-là, c'est-à-dire, en réalité, Eichmann aurait été plutôt un fonctionnaire idéologiquement très engagé dans la lutte contre les Juifs et dans effectivement leur extermination, et pas du tout un rond de cuir ordinaire qui se serait soumis à l'autorité. Donc je dirais, Milgram va
récupéré cette idée chez Hannah Arendt, mais finalement, la portée historique même qui a été attribuée aux travaux de Milgram, elle est contestée par le fait que le personnage, je dirais, illustrateur en quelque sorte de cette logique d'un mal banal, en réalité, il n'était pas si banal que ça, il était lui-même rongé par la haine, apparemment, en tout cas selon des comptes rendus historiques plus récents. Ceci étant, cette idée très révolutionnaire qui va être développée par Milgram, elle va choquer le monde. Elle va effectivement être prise en charge par la culture, prise en charge par le cinéma. Elle va effectivement nous mettre à nous intéresser finalement au bourreau gentilhomme, effectivement, mélomane. On a des romans qui vont être publiés, des Goncourt même, qui vont effectivement prospérer sur l'idée que n'importe qui peut devenir un tortionnaire. Il suffirait que les circonstances s'y prêtent. Et puis en France, il va y avoir une adaptation des travaux de Milgram qui a été réalisée il y a quelques années dans le cadre d'une émission qui a été menée sur France 2 et qui va également faire beaucoup de bruit puisque l'on va montrer que des personnes en situation de simulation de jeux télévisés vont être potentiellement amenées à blesser quelqu'un de manière grave, donc dans un contexte d'apprentissage. Tout à l'heure, je reviendrai effectivement à ces protocoles. Alors, revenons quelques instants aux bases, pour ceux qui ne connaissent pas très bien les classiques de Milgram. L'idée est la suivante. On va recruter des personnes dans la population générale, par voie de presse, pour les inclure dans une étude qui est censée porter sur les effets de la punition sur la mémoire. On ne dit pas aux participants que l'étude porte sur l'obéissance, bien sûr, mais plutôt sur un processus mnésique pour lequel on va stimuler les gens par des chocs électriques chaque fois qu'ils se trompent dans l'apprentissage d'associations de mots, par exemple. Les participants sont convoqués au laboratoire, à Yale ou ailleurs, puisqu'il y a eu des études qui ont été faites dans différents contextes, plus ou moins crédibles, plus ou moins prestigieux, et à l'issue d'un faux tirage, on va attribuer à un participant naïf le rôle de professeur et à un acteur le rôle d'élève. L'élève donc, qui va donc simuler sa participation en fonction d'un protocole qui lui a été appris soigneusement avant l'expérience. Donc l'élève va devoir, chaque fois qu'il se trompe, lorsqu'il doit mémoriser des termes, il va recevoir des chocs électriques. Et voici les réactions standardisées qui vont devoir être mises en œuvre face aux participants naïfs, donc qui voient l'élève souffrir lorsque lui-même le choque s'il se trompe. Il doit apprendre par cœur des associations de mots, et chaque fois qu'il se trompe, donc, on va, par incrément de 15 volts, augmenter la punition, encore une fois, dans le but d'étudier la mémorisation, en tout cas le but factice, bien sûr. Alors, il est intéressant déjà de voir que Milgram, au nom de sa soumission à l'autorité scientifique, peut-être, a été jusqu'à faire souffrir psychologiquement des personnes qui venaient participer à une expérience sur la mémoire et qui, on y reviendra, se sont retrouvées embarquées dans une situation très, très prenante et très stressante, puisqu'ils devaient brutaliser, administrer les chocs à quelqu'un qui n'avait rien demandé. Donc les participants étaient face à une machine à administrer des chocs qui a été fabriquée pour l'occasion, face donc à ce personnage donc de 45-50 ans, débonnaire, qui au début effectivement se trompe et progressivement prend les chocs, crie que l'expérience s'arrête, refuse de participer, finit par ne plus réagir, et on va regarder si les participants, sous l'œil justement inflexible d'un expérimentaliste, un scientifique en blouse grise qui est présent durant l'expérience et qui incite les participants à continuer l'expérience. Il leur dit que l'institution est responsable du protocole, mais qu'ils doivent obéir. Donc il y a également donc, des phrases qui sont apprises par cœur par l'expérimentaliste et qui, à chaque fois que le participant naïf regimbe, eh bien, vont être proférées pour qu'il poursuive. Et ces phrases vont effectivement amener une proportion importante de personnes à obéir. Alors, pour souligner le caractère assez contre-intuitif des travaux de Milgram, lorsque l'on demandait à des personnes de la population générale, à des étudiants, à des psychiatres, on leur présentait le protocole lui-même, sans les résultats, eh bien, on constatait que moins de 5% de personnes pensent que les gens vont aller à l'extrême administration de choc à 450 volts. La plupart des gens pensent que les participants vont s'arrêter très vite, ne pouvant pas être auteurs de ce type de violence, finalement, en tant que de brutalité envers des personnes innocentes.
Il se trouve que les résultats ont été très différents et c'est bien ce qui a choqué tout le monde. Tous les sujets dans l'expérience première ont été jusqu'à des intensités relativement élevées, 285 volts, donc c'est-à-dire blessant quelqu'un qui se met à hurler en demandant qu'on arrête, blessant quelqu'un qui finit par ne plus rien dire, qui semble être immobilisé, qui semble être assommé peut-être, en fonction des protocoles qui ont été présentés. Donc on a là des résultats spectaculaires, choquants à beaucoup d'égards, et qui ont rendu évidemment Milgram célèbre, et qui ont rendu ces protocoles particulièrement connus. Alors, un point intéressant dans les travaux de Milgram, c'est sa perspective situationniste qu'il va tester en déclinant différentes modalités expérimentales. Par exemple, il va tester des situations où la victime et le tortionnaire ne sont pas en contact physique, pour montrer que, quelles que soient les personnes impliquées, plus la victime est éloignée. Par exemple, ici, on a une victime qui ne donne pas de feedback vocal, FBV, feedback vocal, ou bien qui en donne un, c'est-à-dire elle crie, elle dit qu'elle veut que ça s'arrête. Au début, effectivement, les cris sont légers, c'est des cris de douleur modérés, et puis ensuite, c'est des cris, des hurlements. Et puis après, on a également des situations où il n'y a pas de contact physique. On entend, mais effectivement... et puis, vous avez des situations où, carrément, on doit appuyer sur la main du participant naïf, de participant qui doit apprendre pour qu'il prenne les chocs parce qu'effectivement la plaque métallique qui est sous ses poignets n'est pas assez proche. Donc il y a un contact physique qui va être induit entre le participant et l'expérimentateur. Donc dans ce cas-là, évidemment, on a une diminution graduelle de la capacité à se soumettre à l'autorité, même si cette soumission reste relativement importante. On va également tester des situations où il y a intimité préalable entre l'expérimentaliste improvisé en quelque sorte et la victime, puisqu'on s'arrange pour que, avant l'expérience, ils interagissent dans une salle d'attente pendant une durée de 3, 6 ou 12 minutes. L'hypothèse étant que lorsqu'on a eu un contact personnel avec une personne qui va devenir notre victime, eh bien, il sera peu difficile, évidemment, de répondre aux injonctions de l'autorité, ce qui sera compensé par des affects empathiques plus prononcés à l'égard de la victime. Et c'est effectivement ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'on a, notamment en situation d'interaction préalable de 12 minutes, eh bien, beaucoup plus de mal à administrer des chocs douloureux à une personne qu'on ne connaissait pas beaucoup en tout cas. Donc tout ça, c'est pour illustrer que les variations finalement comportementales dans des situations relativement extrêmes, où le participant croit, on va y revenir d'ailleurs, administrer des chocs douloureux à une victime, sont très dépendantes de données circonstancielles. Par ailleurs, on peut également évoquer des situations où l'autorité va être présente ou absente. C'est-à-dire s'il y a ce scientifique en blouse grise qui est présent et qui enjoint le participant naïf à continuer l'expérience, eh bien la plupart se soumettent. En revanche, dès que l'autorité quitte la pièce, dans un protocole, par exemple, on va effectivement faire en sorte qu'elle quitte la pièce. On constate que les participants vont en profiter pour ne plus obéir. Donc la présence physique dans ce protocole expérimental-là est très importante. Ce qui démontre bien que les participants ne choquent pas la victime par plaisir, par une sorte de sadisme refoulé qui s'exprimerait dans cette situation, mais bien parce qu'ils se sont engagés à faire un travail, ils ont pris un contrat en quelque sorte avec effectivement un cadre expérimental qui effectivement les enjoint de suivre des consignes, et donc ils vont obéir et obtempérer. Ces recherches ont bien sûr été répliquées dans différents contextes, elles ont été répliquées dans de nombreux pays, donc plus récemment en France. Il y a encore 6 mois, une publication a été diffusée d'une recherche qui a été menée en Pologne, et ça continue. Donc c'est des protocoles qui, parfois en surface, évoluent, sont modifiés, les principes étant les mêmes. Ces recherches ont été menées donc, dans ces différents cadres, et les taux de soumission étaient assez variables selon les pays. On n'arrive pas bien d'ailleurs à comprendre pour quelles raisons les variations sont aussi prononcées. Les tentatives d'explication en termes de facteurs culturels sont assez spéculatives. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'il y a un taux de soumission relativement important dans la plupart des pays qui ont été étudiés. Est-ce que ce genre d'effet est toujours valable? Il y a eu une étude qui a été menée par un collègue qui a travaillé sur l'ensemble des recherches type Milgram et qui montre que, quelle que soit l'année durant laquelle l'étude a été réalisée, on a très peu de différence. Alors, l'explication qui a été proposée par Milgram, qui est finalement plus phénoménologique qu'étiologique, c'est que l'individu qui participe
à ses expériences, renonce à sa responsabilité, devient une sorte d'agent, devient une sorte d'opérateur et que se soustrait effectivement à ses responsabilités. Il n'est plus qu'un instrument, il ne réfléchit plus. Alors, évidemment, c'est une hypothèse qui est un peu post-hoc et beaucoup de chercheurs en psychologie sociale, notamment, ont soulevé le fait que ce n'est pas vraiment des théories de l'obéissance, c'est plutôt une sorte d'interprétation d'un résultat tel qu'il apparaît donc, pour Milgram. D'autres explications invoquées par la suite dans d'autres études peuvent être mentionnées. Une explication intéressante, c'est qu'on a un engagement progressif dans le protocole de type Milgram, c'est-à-dire l'individu commence par administrer 15 volts, ensuite 30 volts, puis 45 volts. Et donc, à chaque fois que la victime se trompe, il va augmenter. Donc, cet engrenage progressif est probablement un élément très important. C'est-à-dire qu'on ne va pas obéir à une autorité de manière binaire lorsque, en tout cas, ce qu'elle nous demande est très coûteux et contrevient évidemment à des normes qui ont été intériorisées, des normes effectivement de bienveillance pour autrui, etc. C'est un engagement progressif qui peut permettre de comprendre aussi pourquoi l'autorité parvient à extorquer, à obtenir des participants autant de soumission dans des circonstances qui sont aussi extrêmes. On peut également invoquer le rythme d'expérience qui est assez soutenu, c'est-à-dire qu'on demande aux participants de ne pas s'arrêter. S'ils hésitent, eh bien, on les pousse à continuer, à lire les mots dont il faut trouver les correspondances qui ont été appris préalablement. Donc il y a une sorte de situation où le participant ne peut pas réfléchir, pas prendre le temps de se poser, et ça permet effectivement également à l'autorité présente d'imposer son cadre. On a également un cadre qui est effectivement nouveau, qui est assez insolite et inédit pour les participants. Il n'y a pas de normes préalables. Ce comportement qui est demandé est nouveau, est inédit pour les participants. Et donc, en l'absence d'éléments préalables pour interpréter la situation, l'individu est plus porté finalement à être influencé par l'autorité dont l'action est très prégnante. On a bien sûr la déresponsabilisation, un argument très proche de celui de Milgram, c'est-à-dire l'individu, finalement, il se sent peu responsable de ce qui se passe, puisque c'est l'institution qui en gros endosse la responsabilité de l'expérience. Et puis, c'est un développement assez récent des travaux milgramiens. Ce qui compte également, c'est que l'individu s'identifie à l'expérimentateur ou s'identifie à la science. Ainsi, lorsque l'expérimentateur manifeste des injonctions trop brutales, trop direct, eh bien, il semble que ça ne marche pas vraiment bien. Ce qui marche bien, c'est lorsque l'individu est inséré dans un cadre dans lequel le scientifique présent, mais également l'institution, semble attendre de lui un comportement auquel il peut assentir, puisqu'effectivement, il adhère à l'idée que la science permet de connaître un certain nombre de comportements et de processus humains. Donc tout ça, ça fait partie des lectures qui ont été développées autour des travaux de Milgram, qui restent certainement des travaux remarquables par leur ingéniosité, par leur créativité, mais qui, depuis quelques années, font l'objet d'analyses renouvelées, puisque une chercheuse australienne notamment a compulsé les archives de Milgram à Yale il y a quelques années, publiant un livre qui justement met en cause à la fois les aspects éthiques et les aspects théoriques des travaux de Milgram. Par exemple, contrairement à ce que Milgram aurait affirmé, une partie importante des participants n'ont pas été informés de ce que leur protocole était factice, c'est-à-dire ils sont partis du laboratoire sans savoir qu'ils n'avaient pas fait souffrir quelqu'un. Donc il y a les 3 cas qui n'ont pas été informés immédiatement. Certains, 1 an après, n'avaient pas été informés. Donc c'est le genre de pratique qui, évidemment, aujourd'hui, ne serait plus du tout possible et acceptable en psychologie expérimentale. Et puis, Milgram, finalement, a également rédigé des expériences secrètes, c'est-à-dire des expériences qui impliquaient non seulement des personnes inconnues l'une pour l'autre, mais également des personnes se connaissant préalablement, par exemple, des personnes d'une même famille. Donc, il a été amené à mettre en contact un père et son fils. Donc vous voyez, on est là dans une situation de recherche qui fait frémir. Donc Milgram, qui finalement, souhaitant étudier la solution d'autorité, se met lui-même, en quelque sorte, à être proche de situations qu'on pourrait critiquer en utilisant évidemment le prisme explicatif, en tout cas phénoménologique qu'il met en scène. Voilà. Donc on a après, évidemment, beaucoup de questions qui se sont posées sur la crédibilité pour les participants de ce type de protocole. Ceci étant, la plupart d'entre eux, lorsqu'on les débriefait, c'est-à-dire lorsqu'on parle avec eux ensuite de l'expérience, ne semblent pas être véritablement conscients
de ce que l'expérience était factice. Donc ça, c'est un point évidemment intéressant, c'est-à-dire qu'on a réussi à créer un protocole assez prenant. Les participants, pour une bonne partie, sont embarqués dans ce protocole et semblent être effectivement très enclins finalement à obéir à l'autorité. Alors ce qui a été évidemment, ce qui est ressorti de ces travaux, c'est aussi qu'on a augmenté encore plus la suspicion à l'égard de l'autorité. Donc c'est devenu quelque chose de plus problématique. Et effectivement, comme le montrent les travaux de Raoul Maniberton, qui est professeur de sciences politiques ici à Grenoble, les universitaires sont finalement très enclins à adhérer à des visions de gauche. Et il n'est pas surprenant, évidemment, que l'autorité qui a une valeur stéréotypiquement d'un autre bord soit plutôt suspecte que mobilisée comme étant une entité potentiellement opérante dans certains contextes. Imaginez évidemment comment un hôpital ou bien une école fonctionnerait si l'autorité ne pouvait pas être mise en œuvre. Donc on a, je dirais, une sorte de biais également probablement que l'épistémologie pourrait détecter, dans le sens où l'autorité est devenue quelque chose de plus problématique que de fonctionnel dans la recherche. Voilà, c'était un aperçu de quelques travaux sur la motivation de l'autorité, de quelques expériences plus récentes qui ont remis un petit peu au goût du jour ces travaux et qui rappellent à la fois que certainement les circonstances ont leur place dans les mécanismes de soumission, mais également, et c'est un point qui a été vraiment minimisé par Milgram, que le rapport que l'individu entretient avec les valeurs et avec la rébellion, dans un temps donné, peut très bien, dans les séquences suivantes, 1 an, 2 ans, 6 mois plus tard, peuvent très bien être finalement mobilisés pour trouver des ressources pour s'opposer à une autorité destructrice. Voilà, je vous remercie.